Quel accueil, merci beaucoup. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, et on a la chance d'avoir ce soir également l'un des acteurs du film, Saïd El Alami. Et alors, sans eux, il n'y aurait pas de film. Je vous demande d'accueillir les deux producteurs du film, Hugo Sélignac et Alain Attal. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce magnifique accueil. On n'a jamais vu ça. Vous êtes définitivement les meilleurs. C'était la meilleure fin possible. Merci beaucoup. On a un petit passif avec cette salle parce qu'on a présenté notre premier court métrage il y a 9 ans au festival Petit Clap. Ici, du coup, je fais un petit coucou à Isabelle tant que je suis. Alors Ludovic et Zoran, effectivement, c'est vrai que vous avez parlé de votre court-métrage primé ici au Festival Petit Clap. Je vais aussi vous parler des films précédents, Willy Ier, Teddy et L'année du requin. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est votre première adaptation, mais pour autant, on retrouve les thématiques qui vous sont chères. Est-ce que, finalement, c'est pas un film éminemment personnel, même si c'est une adaptation? Si. C'est vrai qu'on n'avait jamais pensé adapter de romans jusqu'à lire le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Et je crois qu'on a retrouvé tellement de notre propre adolescence, du milieu social dans lequel on a grandi, et même une écriture qui est aussi très, à la fois sociale et en même temps très généreuse. Et je crois que ça a été pour nous un vrai coup de foudre et une évidence que d'adapter. On s'est peut-être dit qu'on pourrait en faire notre film le plus personnel, et je crois que c'est le cas. J'ai une question tout de suite aux producteurs et aussi à vous deux. C'est comment l'adaptation est arrivée dans les mains des frères Boukerma. Pourquoi avoir pensé aux frères Boukerma pour réaliser cette adaptation? En fait, nous, on est aussi les producteurs de Gilles Lelouch. Donc, du coup, on est aussi les producteurs de L'Amourouf. Et on avait acheté à la base les droits pour Gilles Lelouch. Mais comme il écrivait L'Amourouf, c'est deux films qui sont différents avec des thématiques, les années 90, l'amour, l'adolescence. À un moment, avec Alain, on s'est dit, en fait, tu vas le laisser dans un placard et tu vas rien en faire. Et un soir de décembre, il nous a appelé et il nous a dit, je viens de voir Teddy des frères Boukerma, c'est eux qui vont réaliser le film et qui vont l'écrire. Donc c'est Gilles Lelouch qui a pensé aux frères Boukerma. Non, tout est dit. La question, c'était de savoir comment ce film arrive. En fait, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a été particulièrement confirmé dans cette intention quand on a lu la première version, toute première version que les frères Boukerma nous ont rendue. Et on a vu une espèce d'inspiration comme ça incroyable sur s'approprier un roman et en faire un film qui est vraiment à eux, en faisant les bons choix, en étant vraiment focus sur les séquences qui étaient importantes et clés dans le film, et en même temps raconter, mettre des ambiances et des climats qui étaient totalement différents du bouquin. Donc on a été vraiment, dès la première version, convaincus qu'ils allaient être vraiment à bord de cette aventure comme des patrons, quoi. Ludovic, tout de suite, effectivement, vous êtes approprié le livre parce que vous avez choisi d'axer votre récit sur les 4 saisons. Pourquoi c'était important cette partie-là du livre particulièrement? C'est vrai que le roman de Nicolas Mathieu est très dense pour le coup et forcément il fallait faire des choix. Et c'est vrai qu'un des premiers choix qu'on a fait, ça a été de se dire qu'on allait se concentrer sur les 4 étés. C'est vrai que dans le livre, il y a un peu une double temporalité comme ça. Il y a ces 4 étés, mais il y a aussi des passages qui sont rapportés entre ces étés. Et, notamment, il y a un passage où le personnage de Hassine est au Maroc. Je crois qu'on suit aussi un moment Steph et Vanessa qui font leurs études
On suit aussi à un moment même Anthony qui sort de la ville et qui passe par Paris, je crois, quand il rentre de l'armée. Et nous, notre intuition de base, c'était qu'il fallait vraiment que la caméra reste dans l'arène, vraiment dans la ville des Yanges, avec l'idée qu'on traite quand même de reproduction de classe et d'un certain enfermement des personnages, et que le fait comme ça de rester dans cette ville, ça permettait de créer un peu ce sentiment que les ailleurs sont impossibles. Je sais que quand on était gamin avec Zoran, on partait pas beaucoup en vacances, et on avait toujours nos potes qui eux partaient, qui nous racontaient où ils étaient allés, et nous on pouvait que s'imaginer où ils étaient allés, comme on voyait jamais vraiment ces endroits-là, et on voulait un peu que dans le film il y ait ce sentiment-là aussi. Voilà. Saïd, une question sur votre personnage. Déjà, est-ce que vous avez découvert votre personnage en lisant le scénario ou est-ce que vous aviez lu le livre auparavant ? Pour ma part, j'avais lu le livre en 2021, 2022 je crois même, parce que beaucoup de gens m'en avaient parlé, que ça parlait de reproduction sociale, de déterminisme social aussi, mais tout ça avec beaucoup d'amour, avec un truc ancré dans les années 90, et du coup, je l'avais lu un peu avant sans savoir que le film allait se faire. Et je suis juste putain d'heureux et chanceux d'en faire partie. Et quel a été votre travail sur votre personnage ? Est-ce que vous avez cherché vraiment à imiter ce que vous avez ressenti en lisant le livre ou est-ce que vous avez proposé des choses où vous souhaitiez lui apporter une couleur un peu différente ? Je pense que le but pour un personnage, surtout comme Assine, qui paraît un peu comme être l'antagoniste, c'était d'essayer de nuancer un peu cette violence-là, c'est-à-dire de la raconter, de savoir son origine. C'est une scène qui paraît un peu banale, mais ce rejet-là pendant la soirée, quand on est jeune, quand on se fait pas accepter, c'est aussi quelque chose de très violent qui nous marque. Et de la même façon, le fait de prendre la moto, c'est une envie de liberté, ça raconte quelque chose, une envie d'ailleurs. Et après, la violence, c'est un truc très intérieur. C'était un truc à construire, à essayer de faire ressentir sans en faire trop. Mais c'était tellement bien écrit, et dans le livre et dans le scénario, que j'ai juste dû suivre un peu les rails. Est-ce qu'ils ont magnifiquement construit, hein, les frères. Voilà. Et puis, dernière question avant de donner la parole à la salle. Effectivement, on parlait de choix personnels que vous avez fait liés à ce film par rapport au livre. Effectivement, le livre est très musical parce que effectivement, on entend beaucoup des chansons du livre qui sont dans le film. Il y en a une que notamment dans une scène très forte, c'est un samedi soir sur la Terre pendant le 14 juillet que vous êtes complètement approprié parce qu'elle n'est pas du tout citée dans le livre. Oui, effectivement, le morceau de Francis Cabrel n'est pas présent dans le roman. Je crois que c'était peut-être une façon pour nous de ramener un petit peu de notre sud-ouest et de notre Lot-et-Garonne natale dans cette histoire-là. Donc voilà, donc la plupart des morceaux viennent du livre, certains autres viennent aussi de notre adolescence, notre enfance, etc. Je crois que la musique a une place importante dans le roman et dans le film. Je crois que c'est aussi parce qu'on avait envie d'en faire un peu des hymnes, et je trouve que c'est un peu ce qu'on a, la musique, c'est un peu ce qu'on a en commun. Et l'idée de toutes ces chansons que les gens connaissent et que tout le monde peut fredonner en entendant les premières notes, pour nous c'est une façon de fédérer aussi à un endroit. On va laisser la place aux questions de la salle. Questions ou interventions? Juste une petite question avant que... Mais qu'est-ce que c'est tous ces panneaux? D'où vous venez? Qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi il y a des chœurs là-haut et tout ça? C'est quoi en fait? C'est quoi l'esprit? Qui sont toutes ces femmes qui sont au premier rang et qui sont notre public qu'on aime tant? Parce que nous, vous savez, on flippe un peu notre race, on sort après-demain, et on a besoin d'être... voilà, donc on voit des chœurs, on est transporté de joie. Hein. Vous savez, c'est très compliqué de sortir un film, on flippe, mais vraiment, vous pouvez pas savoir. Donc voir tout ça, qu'est-ce que c'est en fait? Racontez-nous, c'est quoi tout ce bordel là? Bonsoir. Je suis la directrice du festival Ticlap, festival où ils ont gagné un grand prix du jury en 2015. Et j'avais envie qu'ils se sentent de nouveau à la maison dans cette salle. Donc depuis ce matin, j'imprime, je plastifie et j'ai demandé au public, il y a plein de gens que je ne connais pas qui ont accepté de prendre des cœurs. C'est très réussi, merci beaucoup.
Mais Isabelle, tu n'étais pas au courant qu'Alain venait ce soir, sinon tu aurais aussi fait des chœurs pour Alain. Non mais je l'ai pas en plus pour moi. Ah bah oui, non mais... Est-ce que parmi les chœurs, il y a des questions? Et autres? Et autres? Ah. Bonsoir, bravo pour le film. Je voulais savoir, quand on est deux réalisateurs, deux frères, comment on se répartit les rôles et qui décide? Parce que si vous êtes deux et que vous n'êtes pas d'accord, comment ça se passe? Est-ce que c'est le producteur qui vient dire attention? Voilà. Où êtes-vous déjà? Je vous vois pas. Oui, là. En général, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a l'avantage d'être jumeaux, d'avoir grandi côte à côte avec les mêmes références et je pense qu'on a un peu les mêmes goûts. Donc pour nous, travailler à deux, c'est plutôt un facilitateur. Il y a un truc où c'est assez naturel et ça permet aussi d'avoir peut-être, dès qu'on a une idée, on la confronte en fait à l'autre et donc quelque part à un premier spectateur. Donc pour nous, ça rend tout plus simple. Alors peut-être ça peut des fois être un peu... on peut avoir des débats sur le plateau en tournage notamment, et je crois que le fait de douter à voix haute du fait qu'on est deux, ça permet peut-être aussi aux autres membres de l'équipe de participer au débat qu'on peut avoir, et donc peut-être ça favorise aussi le travail collectif. Et je crois que nous on a bien envisagé l'idée que faire des films c'est quand même un travail qu'on fait à plusieurs, et je crois que ça facilite ça. Je crois aussi que c'est une façon peut-être de se décharger un peu. C'est vrai qu'il y a des jours où on est peut-être un peu sans, et ben l'autre il peut être avec, donc ça permet je trouve que ça nous paraît plus facile. On a beaucoup d'admiration pour tous ces gens qui font des films seuls. Ça nous paraît très, très difficile. Il y avait une question juste par là-bas. Hop, je vais y aller. Vous avez votre question. Bonsoir à tous. Je me suis permis d'emporter le cœur de ma voisine, symboliquement, parce que ma chérie est là. En tout cas, moi, ce soir, vous m'avez bouleversé. Donc, je vous montre vraiment un cœur très généreux et qui est l'emblème d'un mouvement que j'ai développé qui s'appelle Love is On et qui vient au secours des droits des enfants. Enfin, je mets ça de côté parce que je voudrais vraiment parler plutôt de la relation et de l'émotion que vous avez certainement offert à tout le monde ce soir. Vous êtes une jeunesse audacieuse, vous êtes une jeunesse d'une maturité incroyable. Vous m'avez retourné, je suis très attaché à la relation parentalité vers les enfants et enfants vers la parentalité. Et j'avais deux questions. Je vais commencer par un compliment. Je pense que la garde actuelle qui nous bouleverse comme des Toledano et Nakache ont trouvé leur relève, à mes yeux, envers vous. Et la question plus personnelle qui m'a vraiment fait chavirer, d'où vous vient cette inspiration des regards des enfants dans les feux d'artifice qui m'ont littéralement fait pleurer? Merci beaucoup. C'est marrant parce qu'en fait, cette scène de feux d'artifice, je crois qu'on voulait avant tout qu'elle soit vraie. Et donc on a tiré des vrais feux d'artifice sur le plateau tout simplement pour que justement les enfants mais aussi le reste de la foule aient vraiment quelque chose à regarder. Et donc il y avait vraiment la musique de Johnny qui tournait en boucle ce soir-là et un vrai feu d'artifice. C'était une vraie question au tournage, voilà, est-ce qu'on fait ça pour de vrai ou pour de faux, et on avait l'impression qu'en le faisant pour de vrai, l'émotion serait vraiment là. Et je crois que d'ailleurs cette scène de feu d'artifice peut-être résume un petit peu tout. Il y a un peu l'idée de tout d'un coup tous les conflits des personnages s'arrêtent et tout le monde regarde dans la même direction. Et qu'on soit fils d'ouvrier ou fils de bourgeois, il y a un truc qui est toujours touchant dans ce feu d'artifice. Et je crois que même le fait d'accompagner par cette chanson de Johnny, ça permet aussi peut-être de redonner ces titres de noblesse à cette chanson. Il y a une espèce d'élan populaire comme ça, qui fait que d'un coup ça devient... Johnny, c'est presque de la musique classique, et le feu d'artifice, il y a quelque chose de noble là-dedans. Et, voilà. Je pense que c'est le fait d'avoir... Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on l'a tourné le dernier jour de tournage. Donc on avait tous 55 jours derrière nous de tournage, c'était la dernière nuit. Et donc il y avait une émotion qui était vraiment réelle sur le plateau. Et après cette scène, je crois qu'il devait être 5h30 du matin, l'artificier nous a tiré un feu d'artifice juste pour nous.
et toute l'équipe comme ça a poursuivi cette émotion en regardant ce feu d'artifice juste avant de tout remballer. Donc c'était un très, très joli moment. Tout en haut. Bonjour. J'ai une question. Pourquoi un film avec autant de musique connue? Je crois qu'on avait vraiment envie de cet aspect un peu hymne. Je crois que ce truc, l'idée qu'on se fait en tout cas de l'utilisation de la musique, c'est ce qu'on a en commun, c'est ce qui nous rassemble. Et je crois qu'il y a un truc qu'on trouvait intéressant là-dedans, de mettre nous, ce qu'on aime bien, c'est l'idée de faire un grand film populaire et dans le sens peut-être de l'inverse de l'élitisme. Et je trouve que le fait de mettre des musiques qui sont comme ça, des musiques que tout le monde connaît, c'est un peu dans cette dynamique-là. Aussi, si on l'a fait, c'est parce qu'on pouvait le faire, parce qu'on est accompagné par des producteurs qui nous le permettent. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir des musiques dans les films. Nous, on a toujours voulu en avoir dans nos films précédents. Ça a parfois été plus compliqué que cette fois-ci, mais là, on avait les moyens de le faire. Et en tout cas, je crois que l'idée, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on a en commun, ce qui nous rassemble. Je trouve qu'on a un rapport aussi à l'écriture qui est très musical, parce que dès qu'on écrit un film, je crois qu'une des premières choses qu'on fait quand on commence à écrire un scénario, c'est qu'on se fait une playlist en fait, et que nos idées de scène souvent germent en écoutant de la musique. Et, on a même commencé à écrire des films quand on était ado, en écoutant la musique dans le bus, quoi. Donc on a vraiment un rapport à la musique dans la création qui est très présent, et du coup c'était aussi l'occasion de mettre ça à l'image. Et puis après, je crois que le roman de Nicolas Mathieu aussi est un roman très musical, entre guillemets. Il y a beaucoup de citations et de références à la musique. Chaque chapitre porte le nom d'une musique. Et c'est une idée qu'on avait de base avec Alain Hugo et Nicolas Mathieu et Gilles Lelouch. On avait vraiment envie d'un film musical, voilà, à l'image du livre, tout simplement. Et les musiques aussi, en plus, ont été réenregistrées, réinterprétées. Ouais. Alors pour certaines, ouais, c'est vrai qu'un des enjeux, ça a été par contre de faire cohabiter ces musiques très connues justement avec un score de film, parce qu'on voulait aussi que le film ait une dimension épique un peu, et ça passe aussi par le score. Et donc Amaury Chabotti, notre compositeur, donc en plus de composer notamment ce morceau au piano qu'on entend un peu dans les scènes romantiques, et aussi toute la musique sur la mort du père, comme ça, qui est une musique composée par Amaury Chabotti. Son idée, ça a été de faire des reprises, notamment de Where Is My Mind ou de Gloria Gaynor, en tout cas de faire des reprises de ces chansons pop comme ça, avec des chœurs d'enfants. Et c'était une façon de faire un trait d'union entre ces deux aspects de la musique, quoi. Une autre question, tout en bas, parce que sinon ce serait pas drôle, mais on va passer au milieu avant. On va faire une petite étape. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je me permets en fait de vous remercier énormément parce que je suis originaire d'Hayange, en l'occurrence donc la ville réelle qui correspond à la ville d'Hayange dans ce film. J'ai juste une petite question à vous poser concernant cette séquence du 14 juillet. Ça me fait énormément penser à l'île de la Ballastière, qui est à 10 km d'Hayange, qui se situe à Agondange. Et du coup, je voulais simplement savoir où vous aviez tourné l'intégralité de cette séquence. Voilà, merci beaucoup. Merci. En fait, on a tourné cette séquence au lac de Pierre-Percé, qui se trouve dans les Vosges. Alors, on a un peu triché avec la géographie dans le film, comme vous avez pu voir si vous êtes d'Hayange, et qu'on a rapproché en fait ce lac donc, de Pierre-Percé, qui se trouve à sera 1h30 de Hayange, de la ville de Hayange, donc dans la version fictive de Hayange. Je crois qu'on avait envie d'avoir une nature un peu majestueuse, comme ça, à proximité immédiate des usines, peut-être c'est comme un peu un clin d'œil aussi au film Deer Hunter de Cimino, où on voit cette ville sidérurgique à côté des montagnes. Je crois qu'on avait un peu envie de ça esthétiquement. Et donc la scène du 14 juillet, ouais, ça a été tourné au bord de ce lac-là. Au milieu, il y avait monsieur qui levait avec le pull rouge. Félicitations pour le film, très beau film, très touchant. Moi j'ai vu des similitudes, j'ai cru comprendre avec le film L'Amour Ouf. Il y a une inspiration réciproque avec L'Amour Ouf, et il y a Gilles Lelouch en
en dénominateur commun. Mais un autre dénominateur commun, c'est Raphaël Quenard, que j'ai vu dans un autre film, c'est Les Trois Fantastiques de Michael Dichter, que vous avez dû voir certainement. Les décors, l'ambiance m'a fait penser aussi au film. C'est un peu un hybride entre Les Trois Fantastiques, dans votre film, entre Les Trois Fantastiques et L'Amour ouf. Est-ce qu'il y a eu une volonté de votre part, une inspiration peut-être inconsciente avec ce film-là ou... Alors, nous, on n'a pas vu les Trois Fantastiques. Ouais. Et je pense que pour L'Amour ouf, c'est un peu un hasard quelque part. C'est que nous, par exemple, on n'avait pas lu le scénario de L'Amour ouf qui était en tournage en fait juste avant Leurs enfants après eux. C'est pour ça que les deux films se sont fabriqués un peu en même temps en fait. Donc je pense que il y a des similitudes peut-être je peux parler que pour L'Amour ouf, c'est des similitudes peut-être dans l'ambition de faire peut-être un peu ce qu'on peut appeler un peu un blockbuster d'auteur, c'est-à-dire d'avoir l'idée de faire des films qui soient à la fois avec un propos social, etc., mais qui soient aussi peut-être formellement généreux. Donc je pense que peut-être que c'est un peu l'ambition commune de ces deux projets. Ouais. Merci. Mais la scène du feu d'artifice notamment m'a fait penser aussi à L'Amour ouf. Je ne sais pas si... Félicitations en tout cas. Merci. Tout devant, il y avait une question. Je voulais juste dire que moi c'est ma première avant-première du coup et c'est vraiment super, j'ai vraiment adoré le film et tout. J'ai lu le livre cet été sans savoir et c'était vraiment super. Enfin, j'ai trouvé que le jeu était génial et tout et je me suis vraiment retrouvée par rapport au film. Et du coup je voulais demander à Saïd, parce qu'il y a une violence un peu omniprésente dans le livre et dans le film, je voulais demander comment c'est de jouer une telle violence en fait. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que... J'avoue que moi c'était jouissif un peu. Parce que je l'ai jamais fait et je crois pas quelqu'un de violent. Donc j'ai kiffé aborder ça. En plus c'est pas un emploi, c'est pas quelque chose dans lequel on m'a mis dans ma petite carrière. Et c'était quelque chose d'hyper intéressant à aborder dans le sens où... j'avoue que même des fois quand on tournait, à un moment il y a des trucs qui ont été un peu coupés, mais je restais longtemps à tabasser mon pote. Et après je me suis senti dégoûtant. C'est-à-dire ça m'a vraiment dégoûté. Mais sinon c'est intéressant, mais surtout que en fait cette violence-là aussi elle vient pas de nulle part. Donc c'est aussi, je dirais pas justifié, parce que je n'irai jamais justifier la violence, en aucun cas. Mais c'est cool parce que ça raconte aussi, en fait, déjà dans le livre que tu as lu du coup, mais tout ce truc de violence de classe, de déterminisme social, c'est un peu cette contrainte un peu invisible à laquelle il fait face en fait et qu'il essaie de dépasser et qu'il n'arrive pas. Et sinon c'était un peu aussi un rêve de jouer ça, un peu comme Al Pacino, comme tous ces films que le personnage a dû regarder quand je m'imaginais un peu cette violence-là. J'essayais de me dire qu'est-ce qu'il idéalisait, qu'est-ce qu'il fantasmait. Et je pense que comme plein de jeunes des années 90 et des petits colériques, Scarface, tout ça, ça fait partie de leur imaginaire. D'ailleurs, ils ont coupé, normalement dans le film, je dis je vais revenir comme Tony Montana, je vais te fumer. Et j'étais hyper heureux de cette phrase et ils l'ont enlevé. Et je disais Rebenga aussi, comme Scarface. Mais sinon, c'était une expérience incroyable parce que c'est le plaisir de cinéma d'aborder différentes émotions et de tester d'autres choses. En tout cas pour moi. Je peux être colérique mais pas violent. Bonsoir. Je voudrais évidemment aussi vous féliciter et j'aimerais féliciter tous les absents que je ne connais pas. Et je voudrais savoir, parce que quand on regarde le film, on a vraiment l'impression que pour chaque personnage, il y a une évidence, comme s'il n'y avait pas pu y avoir d'autres acteurs. Est-ce que pour vous, ça a été une évidence dans le choix du casting? Comment ça s'est passé? On a vu beaucoup de comédiens en casting pour la plupart des rôles. Je crois que ce qui nous a plu chez Paul Kircher, qui joue le rôle d'Anthony, c'était peut-être que paradoxalement, il était très différent du Anthony qui est décrit dans le roman. Je crois que Paul, il est peut-être plus rêveur, un peu moins terre-à-terre que le personnage du roman. Et il dégage aussi une espèce de grande douceur, et un peu d'ailleurs comme Saïd aussi.
Et on aimait bien cette idée que les deux personnages de Anthony et Yacine, malgré le fait qu'ils s'opposent parfois violemment dans le film, en fait, on a l'impression qu'en fait, c'est comme des miroirs, c'est les mêmes. On aimait bien peut-être l'idée aussi, vu qu'on parlait de violence juste avant, que la violence chez eux semble un peu ils ne sont pas adaptés à ça, ils ne sont pas violents. Naturellement, on a l'impression que c'est quelque chose qu'ils reproduisent, peut-être parce qu'ils la subissent de leur père aussi eux-mêmes, et que c'est aussi un environnement qui est violent, dans lequel, quand on est un garçon, il faut montrer les muscles, voilà, ce qui peut être absurde, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'il faut se comporter dans ce milieu-là. Et je crois qu'on aimait bien que ce soit pas naturel comme pour Saïd, comme pour Paul. Je crois que Paul aussi, il avait cette grande force de pouvoir solutionner quelque chose de plus terre-à-terre, qui était l'idée de comment est-ce qu'on allait faire pour filmer un adolescent de 14 ans à 20 ans, sans avoir à changer d'acteur. Et Paul, il est très, très double, donc il a cette grande force-là de pouvoir à la fois être, pour nous, crédible en adolescent et en même temps aussi en jeune homme. Et on a pensé comme ça le casting aussi beaucoup par pair. Je sais que Angelina Warred qui joue Steph, ce qui nous a beaucoup plu chez elle, au-delà du fait que c'est une immense actrice et qu'elle joue vraiment très très bien, qu'on a été assez scotché par son jeu en casting, c'était aussi que quand on la mettait à côté de Paul, tout de suite elle avait l'ascendant sur lui, et c'est vraiment ce qu'on voulait à l'image, donc ça fonctionnait bien. Et c'est pareil pour le comédien qui joue le cousin, Lou Memi, qui avait aussi le lead sur Paul, donc voilà, on a beaucoup pensé comme ça en pair. Et c'est que Gilles Lelouch, ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui nous a apporté donc, le roman avec l'idée d'en faire l'adaptation, mais il nous a jamais formellement demandé de jouer le rôle du père de Patrick. Et nous on lui a proposé, parce que je crois que ça a été assez évident pour nous que ce serait lui. Et ce qui nous plaît vachement chez lui, c'est qu'il a un truc peut-être très viril, très sorti comme ça, etc. Et à l'image, il y a ce truc-là où, à mesure que le film avance, le personnage s'efface dans le silence, et on trouve ça assez beau, en fait, ce paradoxe. Voilà. Merci beaucoup. C'était votre dernière date d'avant-première, puisque le film sort mercredi 4 décembre. Donc effectivement, pour ce type de film, le bouche à oreille est très important. Donc on espère que vous allez, d'ailleurs pas simplement qu'en parler, écrire sur les réseaux sociaux et tout ça. En tout cas... Dernière date. Pardon ? Il y a 9h à Châtelet-Léal. Il y a un 9h à Châtelet-Léal. Le Valois, ils sont très matinaux. Mais il y a aussi, alors c'est pas 9h, mais c'est 10h30 au Pâté Le Valois aussi. C'est pour ceux qui font une petite grasse mat. Pour les amis. En tout cas, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci aussi aux distributeurs du film, Warner, Christina. Merci à vous aussi d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation et d'avoir rempli cette salle aussi rapidement. Cyril était à la technique ce soir. Et merci encore à vous. Rentrez bien, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, je veux bien récupérer un cœur pour celui qui veut m'en filer un.